Mais ce qui m'a vraiment retourné le cerveau, c'est la manière dont ces armes sont déployées. Les bactéries se font littéralement exploser. Hello! Bienvenue à nouveau dans le Biomicrocosme, le seul endroit sur Terre où le microscopique devient majestueux. C'est aussi le seul endroit sur Terre où l'on peut cogner son prochain, et ce, sans avoir de bras. Quoi? On y vient. On enchaîne. Si vous avez suivi le premier épisode des guerres bactériennes, vous savez que nous, humains, ne sommes pas le premier souci de nos petites créatures. Oh non! Les relations entre voisins microbiens sont aussi passionnelles qu'une pénurie de PQ en temps de crise sanitaire. Ainsi, chaque conflit bactérien est une occasion rêvée de faire comprendre à son voisin qu'on n'est pas trop à l'aise avec sa présence dans les environs. T'as pas bientôt fini avec ton YouTube? Sauf qu'il y a un souci dans le bordel. Comment? Quoi? Comment ça cogne une bactérie? Y a pas vraiment de bras là. Je vous ai posé la question sur les réseaux et certains d'entre vous m'ont fait part de leurs réflexions, tandis que d'autres ont été beaucoup plus créatifs. En tout cas, la réponse s'accompagnera toujours d'une explosion. On le découvre dans cette vidéo, c'est parti! Repartons de ce qu'on connaît. Quand on pense à un conflit entre les humains ou les animaux, on pense d'abord à une attaque physique, au moyen de son propre corps ou bien par l'utilisation d'armes lourdes ou tranchantes. J'ai nommé les armes physiques ou mécaniques. Chez les bactéries, il existe des structures de l'ordre du nanomètre qui s'apparentent à ce type d'armes. Et clairement, c'est plus petit que ça. Genre 1 milliard de fois plus petit. Si une bactérie faisait ma taille, l'arme que je vais vous dévoiler pourrait ressembler à ce cure-dent. L'arme dont on va parler détient le petit nom de pyocine. J'y mets le terme d'arme, mais en réalité, il s'agit d'un assemblage de protéines qui constituent les sous-unités d'un immense assemblage complexe. On dirait pas, hein? Et pourtant, les pyocines ont été découvertes il y a 67 ans, en 1954, par François Jacob, un chercheur et professeur français, prix Nobel de médecine au passage. Tranquille Jacob, hein? Ah oui, et puis il a juste démontré l'existence de l'ARN messager. L'autre jour, on glandouillait sur une plage. Sidney a sauté au plafond, elle a dit « c'est le magnésium ». Vous savez, le truc là, qu'on n'arrête pas de parler avec le Covid. Oui, bah cette molécule, elle est connue juste depuis 60 ans. On en fera une vidéo? J'arrête pas à faire des clins d'œil. Moi j'ai ma bouche qui se relève là. Mais revenons à la choucroute, les pyocines. Derrière ce nom pipou se cache une des armes les plus meurtrières du monde bactérien. Et pour comprendre son fonctionnement, il faut savoir que les scientifiques aiment bien lui donner des petits surnoms, genre le javelot ou le messie à tête chercheuse. On est loin du cure-dent, hein. Pour ma part, je dirais qu'il s'agit d'une torpille à tête chercheuse équipée d'un cure-dent. Voici à quoi ressemble l'arme en microscopie et voici une modélisation 3D. Je vous promets, il s'agit là ni d'un suppositoire, ni de la cheville en bois qui a fait le succès d'Ikea. Ah! On a là un méga assemblage de protéines qui compose une véritable nanomachine en deux parties. D'abord, une sorte de gaine que l'on voit ici à l'image et ici modélisée en bleu. Et cette gaine, elle cache la véritable arme, une aiguille. Et cette aiguille, ou ce cure-dent, est capable de transpercer une bactérie ennemie, littéralement. Elle fait un joli petit trou. Et c'est d'ailleurs la contraction de la gaine qui pousse l'aiguille en avant. Un peu comme on mange une glace aux Smarties. Vous savez, c'est celle où on pousse sur la tige pour faire émerger la glace. C'est la compression qui expulse l'aiguille vers l'extérieur. Et bien que cela fait plus de 60 ans qu'on étudie ces armes, ce n'est que l'année dernière qu'on a mis le doigt sur le scénario de l'attaque. En gros, voilà le topo. Étape 1, la torpille est relarguée par l'attaquant dans l'environnement. Cette arme va alors diffuser jusqu'à trouver sa cible et se fixer à sa surface grâce à des fibres qui font office de grappin. Ce ciblage se fait de façon très spécifique. Cela veut dire qu'elle s'attache à certaines bactéries et pas à d'autres. D'où le nom de missile à tête chercheuse. L'arme ne fonctionnera pas sur des alliés, mais seulement sur des ennemis. Pratique. Deuxième étape, lorsque la torpille s'accroche, il se déclenche toute une cascade de réactions en chaîne. Tout d'abord, l'ouverture du couvercle comme un iris, survient alors la contraction de la gaine, qui permet alors d'élancer l'aiguille en avant et qui perfore l'adversaire. Le tout entraînant la mort de la cible. Je vous mets la vidéo en description. Ok, maintenant on se dit que se faire percer par une aiguille, c'est pas vraiment le truc le plus efficace pour supprimer son prochain. On pourrait se dire qu'une fois perforée, la bactérie va se vider de son contenu. Mais en réalité, trouver les raisons précises d'une mort bactérienne,
c'est un peu plus compliqué qu'une enquête de Sherlock. Watson aussi, tu dégages. On laisse la place aux chercheurs. À l'heure actuelle, on pense que ce trou crée une énorme déstabilisation de l'enveloppe bactérienne jusqu'à stopper la production d'énergie. Sans renouvellement d'énergie, la bactérie c'est un peu comme un iPhone sans recharge toutes les heures. C'est capoute. Si vous pensiez avoir vu le plus fou, détrompez-vous. Déjà, cette arme est tellement puissante qu'une seule unité suffit pour tuer un assaillant. Un pour un. Le cure-dent ultime, quoi. Bon, c'est cool, mais si les bactéries ont pas de bras, on fait comment pour s'envoyer des aiguilles, là? Ce qui m'a vraiment retourné le cerveau, c'est la manière dont ces armes sont déployées. Les bactéries se font littéralement exploser. Les scientifiques parlent de lise bactérienne, moi j'aime bien parler d'attaque kamikaze. C'est plus fun. Et les chercheurs, ils ont même des vidéos. Alors je vais vous guider dans ce bordel, mais regardez bien. Ici, on a la production des armes en vert. Ça charge, et là, c'est l'explosion, le relargage des torpilles. Enfin, on observe la mort de certaines bactéries dans les parages, comme celle-ci là, en bleu, qui est en train de toutes se ratatiner, comme une petite chaussette. Donc oui, c'est puissant, mais l'utilisation se fait à un coût conséquent. Une technique ultime qu'on dirait tout droit sortie d'un manga. Alors, avec des bactéries qui se font péter le ciboulot, on est en droit de se demander quels sont les déclencheurs et les conséquences de l'utilisation d'une telle arme. Tout d'abord, leur fabrication ne semble se déclencher que sous conditions particulières, quand la bactérie est en danger. Un exemple peut être la présence d'une toxine d'autres bactéries qui viendrait endommager l'ADN. Ça picote quand même, Sous cette optique, le déploiement de telles nanomachines servirait à protéger une colonie de bactéries contre des envahisseurs, plutôt que pour conquérir de nouveaux territoires. Un système de défense plus qu'un système d'attaque. Différentes expériences ont d'ailleurs montré que notre cure-dent, la piocine, donne un avantage compétitif sur le champ de bataille, sans bousiller les copains. Mais bon, faut quand même qu'il y en ait un qui se sacrifie pour le bien de la communauté. Vous vous en doutez, il existe d'autres variantes d'armes mécaniques qui ressemblent à la piocine, qui confèrent certains avantages contre d'autres inconvénients. Et c'est pas pour faire joujou qu'on étudie ces armes en laboratoire. Vous l'avez peut-être deviné, mais au vu de la puissance meurtrière d'une seule de ces armes, elle représente une opportunité formidable de lutte contre les infections bactériennes. Surtout pour celles qui résistent à notre traitement préféré, les antibiotiques. En 2008, les chercheurs ont démontré qu'il était possible de modifier ces armes pour cibler une espèce bactérienne de notre choix, en changeant les fibres qui constituent le grappin. Malin. 4 ans plus tard, ils mettent au point une méthode rapide pour designer une piocine ciblant une bactérie responsable d'une épidémie en Allemagne, et ça à partir seulement de sa carte d'identité, son ADN. Cela veut dire qu'aujourd'hui, en prélevant l'ADN de bactéries ennemies, on est capable de créer un arsenal de cure-dents prêt à décimer celles qui résistent à nos antibiotiques. Bonus, l'arme étant spécifique, l'impact sur les bactéries essentielles de notre intestin est ainsi limité. Le contraire des antibiotiques. Le plus fou, c'est que les chercheurs ont montré que des piocines sont 100 fois plus efficaces que certains antibiotiques. 100 fois! Qu'est-ce qu'on attend, bordel? On redescend d'un cran. Alors c'est prometteur, mais la route est encore longue. Les études sur leur efficacité chez les animaux se multiplient, mais chez l'humain, c'est encore manquant. Il reste à comprendre si ces armes peuvent avoir des effets négatifs chez l'humain, et aussi quelle est la meilleure méthode de livraison. Est-ce qu'on se l'injecte ou on le mange? Mais encore, si des résistances peuvent se développer, comme il est arrivé avec les antibiotiques. Mais attendez, parce que le plot twist, il est encore plus funky. La bactérie qui nous a donné cette solution, chez laquelle on étudie ces armes, est une de celles qui terrorisent nos hôpitaux. J'ai nommé Pseudomonas aeruginosa, qui cumule les résistances aux antibiotiques et se trouve être responsable d'un bon nombre de maladies nosocomiales. Le truc qui vient nous savater la tronche là, après une hospitalisation. C'est littéralement une opportuniste qui entraîne la mort des patients dans 30% des cas. Alors avec la piocine, son arme, les chercheurs y voient peut-être une certaine revanche. Comme quoi, c'est en restant curieux sur la vie de ces petits bâtonnets que les chercheurs ont aujourd'hui une alternative à explorer. Bah oui, parce que c'est quand même ultra stylé de retourner l'arme de notre ennemi contre lui-même.
Pas mal, celle-là elle est pas mal. Bon, bah, glace olive, quoi.